L'île de Pâques, une petite île isolée mais mondialement connue qui attire chaque année des centaines de milliers de visiteurs. Il y a deux choses qui rendent cette île si attrayante pour les touristes, des statues géantes en pierre de dieu et des statues en bois de démons mangeurs d'hommes. Les deux extrêmes de la romance et de la tragédie font de l'île une fascination pour les paysagistes et les aventuriers. Apprenons les mystères de l'île appelée l'île de Pâques. Le jour de Pâques 1722, alors qu'elle flottait au milieu de l'océan Pacifique, la flotte de l'explorateur hollandais Jacob Roggeveen découvrit une île stérile et pauvre à 3500 km au large des côtes du Chili. Dans son journal, il décrit l'île comme recouverte de sable et rendue stérile. À cette époque, Jacob ne savait pas qu'il venait de trouver l'île la plus reculée et la plus étrange du monde. Quand il a marché sur l'île, Jacob a trouvé l'île très plate, seulement de l'herbe et des arbustes bas. Ici, il est entré en contact avec les aborigènes, qui étaient encore à l'âge de pierre. Il y a environ 3000 personnes qui luttent pour vivre sur l'île. Ce qui l'a surpris, c'est qu'il y avait de nombreuses statues monolithiques géantes debout et allongées sur l'île. Les aborigènes les appellent moai. Les moai mesurent de 4 à 20 mètres de haut et pèsent de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de tonnes. Il y a près de 1000 moai de ce type sur toute l'île. La plupart des moai ont été creusés dans un cratère volcanique éteint sur le côté est de l'île. Dans l'embouchure de la montagne, il reste des traces de centaines de statues en cours ou terminées mais pas encore déplacées. Une statue inachevée est aussi haute qu'un immeuble de 5 étages et pèse 210 tonnes. De ce cratère, des statues super lourdes ont été transportées à travers l'île, placées sur des plateformes de pierre encore plus massives appelées ahus. Ces socles en pierre sont assemblés à partir de dizaines de tonnes de roches. Le plus petit piédestal est assemblé à partir de 300 tonnes de pierre, tandis que le plus grand s'appelle ahus Tongariki pesant jusqu'à 9000 tonnes. En 1994, le professeur Claudio Cristino a utilisé des grues d'une capacité de levage de 55 tonnes pour reconstruire 15 statues debout sur ahus Tongariki. Bien qu'il disposait de nombreux équipements de soutien, il avait tout de même des difficultés car la plus grande statue nommée Paro pesait 88 tonnes. Est-il vrai que les aborigènes de l'île ont créé ces structures ? Le rapport du capitaine James Cook à son arrivée sur l'île en 1774 décrit les insulaires comme petits, émaciés, timides et pitoyables. Ils ont des champs de patates douces, de taro, de bananes et de canne à sucre. Le seul animal de compagnie est le poulet. Les ressources en eau douce sur l'île sont également rares, les gens doivent travailler très dur pour avoir suffisamment d'eau à utiliser. Sur l'île il n'y a que quelques buissons, le plus grand arbre mesure moins de 3 mètres de haut et son tronc est très mou. L'endroit le plus proche avec des humains est à plus de 2000 km de l'île par la mer. Sur une île sans grue, sans remorque, sans métal, sans bois, sans animaux, seulement une poignée de personnes, qui a construit ces merveilles ? Cette question a déconcerté les chercheurs. La communauté scientifique est divisée en deux camps. Un côté pense que seules des forces surnaturelles comme les extraterrestres peuvent le faire. L'autre côté a dit que ce sont les autochtones qui ont construit ces merveilles. Mais comment les peuples autochtones l'ont fait, pendant des centaines d'années, personne n'avait donné de preuves convaincantes. Certains chercheurs ont essayé d'utiliser la force humaine pour traîner la statue sur le sol. D'autres ont essayé d'utiliser la méthode de balancement de la statue comme un jouet à gobelet. Mais toutes les méthodes sont trop laborieuses, alors que la vitesse de déplacement est très lente, ne peut pas être appliquée aux plus grandes statues et peut les casser. On peut penser à plus de façons, mais il faut du bois, alors que sur une île nue il n'y a que des arbustes. Si les aborigènes ont fabriqué les statues, comment ont-ils fait ? En fait, les aborigènes ont également essayé et échoué. En 1983, le botaniste John Flennelly a fait une découverte décisive. Dans une grotte de l'île, son ami a trouvé des fossiles de noix. Après l'avoir analysé, il a découvert qu'il s'agissait de la graine d'un palmier géant. Des indices ont émergé, en recherchant des fossiles enfouis au pied du Monte Revaca, les archéologues ont trouvé des fossiles de palmiers atteignant 2,1 mètres de diamètre, plus grands que toutes les espèces de palmiers existantes, disponibles dans le monde. L'archéologue Catherine Olliark enquête en fouillant dans d'anciens tas de déchets aborigènes sur l'île pour trouver des cendres de charbon. Plus elle creuse profondément, plus elle trouve de charbon de plantes ligneuses. Il existe de nombreuses espèces d'arbres pouvant atteindre 30 mètres de haut. Leur bois peut très bien faire des maisons ou construire des bateaux. Les preuves montrent que l'île de Pâques était autrefois une forêt dense au milieu de la mer. Alors avec une île pleine de bois, comment les aborigènes ont-ils déplacé la statue ?
En 1998, l'archéologue Johan van Tilburg a proposé d'utiliser le bois comme toboggan pour déplacer une réplique d'une statue en béton de 13 tonnes. Avec 70 ouvriers, elle a pu déplacer la statue de 15 km en une semaine. Selon ses calculs, si 500 ouvriers sont employés, il est possible de déplacer et d'ériger une statue appelée Paro pesant 88 tonnes. L'énigme a donc été résolue, mais c'est à ce moment-là que les archéologues ont découvert qu'ils abordaient une partie sombre de l'histoire de l'île. En datant, les scientifiques ont découvert que l'ère du géant Moai s'est terminée brusquement vers les années 1620. Et à partir de là, les insulaires ont commencé à fabriquer de minuscules moai en bois, représentant des gens aux yeux blancs, au visage hagard, aux dents dénudées, aux côtes saillantes et à la colonne vertébrale. C'est Moai Kavakava, le démon mangeur d'hommes. Nulle part peut-être le cannibalisme n'est-il aussi dense que dans le folklore de l'île de Pâques. La question suivante est pourquoi les aborigènes ont-ils cessé de construire des statues de pierre géantes louant les nobles et sont passés à la fabrication de statues en bois de démons mangeurs d'hommes? La réponse se trouve dans des calculs scientifiques. Le mari du professeur Johan van Tilburg est un architecte spécialisé dans les grues et les ascenseurs. Après des calculs minutieux, il s'est rendu compte qu'il avait fallu 300 ans de travail acharné aux habitants de l'île pour créer ces œuvres. Chaque projet nécessite des dizaines de sculpteurs et des centaines de travailleurs des transports, travaillant pendant des mois voire des années. Les insulaires devront se procurer de la nourriture pour nourrir et payer les travailleurs acharnés. Indemnisation des accidentés du travail et grande fête pour inaugurer la nouvelle statue. Plus de nourriture signifie plus de chasse, de déforestation pour plus de terres agricoles. Sans oublier que la construction de la statue nécessite beaucoup de bois, pour fabriquer des outils et pour fabriquer du combustible. Plus la demande de fabrication de statues est élevée, plus les gens doivent défricher plus de forêts, chasser plus de viande, etc., ce qui exerce une forte pression sur les ressources de l'île. Alors pourquoi faut-il tant d'efforts et de nourriture pour ces statues? Selon les aborigènes, les statues représentent le potentiel économique de la tribu et le pouvoir des nobles. Au lieu de la guerre, les tribus se sont affrontées par Moai. C'est pourquoi la taille des statues est devenue plus grande et plus élaborée. Le Moai Paro de 88 tonnes a également été le dernier Moai à être érigé. La statue a été commandée par une femme noble pour commémorer son défunt mari. Lorsque les dernières statues ont été érigées, les ressources de l'île ont atteint leurs limites. D'anciens tas d'ordures nous racontent une fois de plus des histoires tragiques. Dans les sols les plus profonds, les gens trouvent des os de dauphins, des phoques, des dizaines d'oiseaux éteints, des poissons de mer, de gros escargots, de grands lézards, des tortues de mer et les cendres d'arbres géants. Sans aucun doute, les premiers habitants de l'île de Pâques menaient une vie heureuse comme au paradis. Plus près du sol, les ossements d'animaux gros et charnus ont peu à peu disparu. Au lieu de cela, il y a quelques os d'espèces plus petites telles que des escargots noirs, des poulets, des souris et des poissons côtiers. Les cendres des grands arbres sont également moindres et remplacées par des arbustes. Que reflète ce changement? On peut affirmer que la grande forêt a disparu, il ne reste que des prairies. Il n'y avait plus de bois pour transporter les statues et construire des bateaux pour la pêche ou le chauffage. Il ne reste plus beaucoup de viande animale. La terre est infertile et n'est plus productive pour l'agriculture. Les eaux souterraines s'assèchent progressivement. Pendant ce temps, la population de l'île augmente de jour en jour. C'est alors que le diable se lève. La famine est venue naturellement et les peuples autochtones ont commencé à se tourner vers la source de nourriture facilement disponible mais auparavant négligée, qui est la chair humaine. Dans les couches d'ordures près de la surface, les archéologues ont trouvé des ossements humains encore clairement marqués par le sciage, le fendage et la cuisson pour sucer la moelle. Le déclin s'est transformé en une guerre pour l'eau et la viande fraîche. Au nord de l'île, il y a une grotte appelée Anakai Tangata qui signifie grotte cannibale. C'est un abri de guerre d'une tribu. Lorsqu'elle gagne, cette tribu amène souvent des prisonniers ici pour se venger. Les horreurs de la chasse aux humains pour la viande pendant les saisons de famine et d'échec sont profondément ancrées dans la culture de l'île, reflétées dans les contes folkloriques et les formes d'art telles que les statues de Kavakava. L'île est prise dans une spirale de violence. De nombreux contes folkloriques décrivent le renversement du monument de la tribu ennemie. Cela s'est finalement terminé par une grande rébellion, lorsque les pauvres se sont soulevés et ont renversé les Moai de la noblesse. L'ère des Moai géants est révolue. C'est pourquoi lorsque Jacob Roger-Véin est entré sur l'île de Pâques n'était rien d'autre qu'une terre sèche avec de pauvres petits gens, vivant de pluie rare, quelques champs secs et des poulaillers faits d'argile, de roches. Mais ce n'est pas le pire.
Les explorateurs européens étaient aussi des envahisseurs et des marchands d'esclaves. Ils ont donné aux indigènes de l'île un avant-goût de la poudre à canon et des maladies infectieuses. Des milliers ont été réduits en esclavage, des milliers d'autres sont morts de la variole. En 1872, il ne restait plus que 111 autochtones sur l'île. La plupart des gens qui comprenaient bien la culture autochtone sont morts. En 1888, le Chili avait annexé l'île, réprimant toutes les révoltes. Les autochtones ont été soumis à un régime de ségrégation raciale sévère. Ce n'est qu'en 1966 qu'ils obtiennent la nationalité chilienne. Aujourd'hui, l'île de Pâques a été reconnue par l'UNESCO comme site du patrimoine mondial. Le gouvernement ici doit trouver un moyen de limiter le nombre de touristes à 100 000 personnes par an, de préserver les valeurs culturelles restantes intactes et de reboiser l'île. Il n'y a que quelques vols par semaine entre la capitale chilienne et l'île. Le système touristique ici est principalement composé de petits hôtels et de séjours chez l'habitant, mais très élégants et stylés avec des services de voyage très professionnels. Et les prairies de l'île sont extrêmement belles et la culture aborigène est très attrayante. Par conséquent, l'île de Pâques est toujours une destination populaire pour les touristes. Cette île a une métaphore profonde pour les gens et l'environnement. Les autochtones n'ont qu'un seul endroit où vivre, c'est leur île. Les humains n'ont également qu'un seul endroit pour vivre, qui est la Terre. La dernière question que de nombreux scientifiques débattent encore est la suivante: lorsque le dernier arbre a été abattu, qu'ont pensé les insulaires? Et vous, que pensez-vous de cette question? Merci de laisser vos commentaires, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'appuyer sur la cloche et de partager ce clip à tous pour protéger notre cadre de vie.